Le mois d'avril, ça va être un mois assez chargé, tourné autour de pas mal de comics d'horreur, de comics de super-héros ou encore de comics de sexe. Et oui, un mois d'avril qui est fou en termes d'indé. Bienvenue pour ce nouvel Original Monthly. Cet Original Monthly, 3 parties indépendantes après la partie super-héroïque Marvel DC. On est parti tout de suite avec Quentin qui va vous présenter Blue Flame. Et nous commençons donc très fort ce mois d'avril pour les indépendants avec la sortie du superbe The Blue Flame chez 404 Comics. Ces derniers renouvellent leur partenariat avec le scénariste Christopher Cantwell après le magnifique Everything dont je vous avais vanté les mérites moult fois sur la chaîne. C'est donc le tour à The Blue Flame, la dernière série en date du scénariste d'arriver par chez nous. Quelle série, c'est vraiment toujours avec le scénariste quelque chose de très étrange, de très bizarre, mais de profondément puissant et intéressant. Le principe de cette série, en fait, ça va être de nous intéresser à un homme qui s'appelle Sam Brossam, qui est en fait un réparateur un petit peu de chaudière, quelqu'un d'assez banal, qui n'a pas forcément beaucoup d'originalité dans sa vie, à part que quand il ne répare pas des chaudières, il est un espèce de super-héros, un peu à la Kick-Ass, quoi, les real life super-héros, des personnes qui n'ont pas de pouvoir, mais qui essayent de rendre un peu la justice autour d'eux. Cependant, après, disons, une altercation qui s'est très mal terminée, Sam va être un petit peu traumatisé, va avoir vraiment beaucoup de séquelles après une aventure assez violente. Et on va suivre un petit peu au fil de la lecture sa reconstruction, en fait. Comment est-ce qu'il va essayer de se soigner un peu de ce traumatisme qu'il a vécu. Mais ça va pas être aussi simple de reconstruire sa vie, surtout que, à partir du moment où il a eu cet accident, son esprit est comme un peu scindé en deux, et en même temps en fait qu'il vit sa vie, se voit en fait transporté à des millions d'années-lumière dans l'espace, et à se retrouver face à une espèce de tribunal interplanétaire qui va lui demander en fait à lui de juger la Terre pour savoir si la Terre mérite en fait de continuer d'exister ou d'être exterminée. Du coup, les espoirs de notre monde vont reposer sur lui. Enfin, c'est ce que on pourrait penser de prime abord, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Avec cette série, Christopher Cantwell continue sa réflexion autour de l'héroïsme qu'il avait pas mal traité dans sa série Iron Man chez Marvel Comics, et qui va continuer à traiter avec ici, justement, en questionnant l'image un petit peu du super-héros, et avec cette idée, en fait, que ces espèces d'extraterrestres, cette espèce de congrégation interplanétaire, va chercher, en fait, un super-héros sur Terre pour juger l'humanité, parce que le héros, c'est ce qui est censé représenter le meilleur de l'humanité, en fait. C'est ce qui est censé être le meilleur de nous-mêmes, sauf que, comme je vous l'ai dit, ce bon Sam, il a beaucoup de traumatisme en lui, et ça va pas forcément être très évident. Donc, c'est une série vraiment qui est passionnante, qui est toujours avec Christopher Cantwell. Moi j'aime beaucoup sa manière d'écrire, parce qu'il a à la fois quelque chose de très grandiloquent, mais en même temps de très intimiste. C'est ce qu'on avait déjà vu sur son Iron Man, si vous suivez sa série. Il traite vraiment de l'intimité de Tony Stark de manière vraiment très personnelle, un petit peu à la manière de Tom King, qui chez DC Comics par exemple, dans pas mal de trucs qu'il fait, il y a un côté très psychologique. Mais Christopher Cantwell, alors, je trouve encore un côté encore plus sentimental. Il y a vraiment une accroche émotionnelle extrêmement fort dans chacun de ces récits, et c'est le cas dans The Blue Flame, donc une série à la fois touchante, bouleversante, mais aussi passionnante, qui va faire bouillir vos méninges sur plein de thématiques. Ça parle aussi beaucoup de l'Amérique d'aujourd'hui, de l'Amérique de racisme, d'un peu d'une Amérique post-Trump, etc. Donc voilà, une œuvre assez gigantesque et monumentale, que je vous conseille vraiment de ne pas rater si vous aimez les récits étranges qui sortent de l'ordinaire, les propositions innovantes, et surtout si vous aimez voir un peu du super-héros, mais de manière différente. Donc voilà, The Blue Flame, ça sera proposé du coup pour 272 pages, pour un total de 26,50 €, et comme à son habitude, 404 Comics nous met les petits plats dans les grands, et ça sera sans doute encore une magnifique édition. Donc moi j'ai très hâte de l'avoir en main, et j'espère que vous serez assez curieux pour aller voir ce qu'il en est, parce que The Blue Flame mérite vraiment votre attention. Nous passons maintenant
au 7 avril avec un titre un petit peu particulier qui va, The Little Monster, qui va lancer un petit peu le cycle Jeff Lemire chez Urban Comics. Vous le savez sans doute depuis le début de cette année, à chaque mois en fait, Urban fait une espèce de thématique en fait sur des auteurs et autrices, enfin surtout des auteurs pour l'instant, et nous propose en fait pas mal de leurs ouvrages et tente de faire une sorte de corpus un petit peu d'œuvres, du coup qui est une entreprise un petit peu sympa pour mettre en plus encore plus en valeur les auteurs un peu de leur catalogue, quelque chose que Urban a toujours fait et continue de faire de manière toujours assez innovante encore aujourd'hui. Du coup, cette fois-ci, il s'intéresse à Jeff Lemire, l'une des grosses restas de l'industrie des comics d'aujourd'hui, qui a fait beaucoup de choses. C'est un auteur extrêmement productif, qui a passé à la fois chez Marvel, chez DC Comics, en indépendant, qui a fait du Green Arrow, qui a fait du Old Man Logan, qui a fait un petit peu de X-Men, et qui surtout a fait des récits absolument incroyables en indépendant, comme Gideon Falls, comme Descenders, comme Essex Country, qui est moi un de mes ouvrages préférés de lui, que ce soit aussi Sweet Tooth, dont l'adaptation en série l'avait rendu encore plus populaire récemment. Et cette fois-ci, il nous revient avec son compère Dustin Nguyen, le même auteur avec qui il avait déjà réalisé Ascender et Descender, avec la série Little Monster, qui est une nouvelle série un petit peu particulière, qui va se dérouler dans un monde post-apocalyptique où l'humanité semble avoir été complètement éradiquée. Tout ce qu'il reste sont des sortes de grandes mégalopoles complètement vides, mais pas totalement, parce qu'il y a encore quelques personnes qui traînent dans ces grandes villes, notamment des jeunes enfants qui sont un peu particuliers parce que ce sont des vampires. Ce sont des enfants qui ont décidé de faire une sorte de communauté et qui vivent un peu de ci, de là, dans ces grandes villes qui sont en fait qui s'ennuient beaucoup en fait, mais qui ont quand même une sorte de petite amitié, de petite famille, et qui vivent un petit peu leur vie tranquillement. Sauf qu'un jour, le plus curieux d'entre eux va faire une découverte qui va remettre pas mal en question tout l'univers qu'il s'était construit. Et on va donc du coup partir dans cette série assez mélancolique qui va traiter des thèmes de prédilection de l'auteur, que ce soit la famille, l'enfance, les grands espaces, la solitude, tout ce genre de choses-là. C'est vraiment assez sympathique, je vous dis, c'est vraiment encore une manière de creuser encore plus les thématiques de l'auteur. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi un aficionados de Jeff Lemire et que vous le suivez vraiment surtout, c'est vraiment assez chouette de voir encore une fois comment il retravaille tout cela. En plus, du coup, là, il est adjoint par son grand ami Dustin Nguyen, qui se connaissent maintenant depuis pas mal d'années, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et cette fois-ci, Dustin Nguyen troque son aquarelle qu'il utilisait pour Descender contre une sorte de noir et blanc assez dépouillé, mais qui est vraiment assez subtil, assez élégant, qui fait vraiment pas mal son effet. Il y a juste quelques petites touches de couleur, notamment de rouge pour représenter le sang des vampires, et ça fonctionne vraiment du tonnerre de Dieu. Moi je trouve qu'il y a vraiment un côté très élégant, moi je trouve, à cette manière qu'il a de dessiner, et donc c'est vraiment assez sublime. Donc voilà, si vous ne voulez pas rater les nouvelles créations de ce duo iconique, tout ça sera à retrouver pour un total de 152 pages, et comme c'est le début d'une nouvelle série en indépendant, ça sera retrouvé pour 10 €. On continue aussi avec les nouvelles séries indé de Urban pour cette semaine, avec la publication de Public Domain, la nouvelle série écrite et dessinée par Chip Zdarsky, ou Steve Murray pour les intimes. Nouvelle série du coup qu'il réalise après ses grands succès sur Daredevil et sur Batman, qui va s'intéresser un petit peu aux coulisses des cases de nos chères bandes dessinées. Le principe de cette série de Public Domain, ça va être en fait de suivre un auteur de comics, qui a travaillé pour une sorte de simili Marvel pendant des années, où il a co-créé le personnage du Domain, avec un scénariste qui est une espèce de simili Stanley, un espèce d'arnaqueur un peu qui vit un petit peu sur ses rentes, en fait tous les deux ont créé ce personnage qui maintenant fait partie d'un espèce de grand univers de super-héros présents au cinéma. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, et en fait ce dessinateur a pas eu beaucoup de succès en fait forcément après ça, et surtout il a rien touché en fait, comme pas mal d'auteurs qui ont travaillé pendant des années pour DC et Marvel. Une fois que c'est adapté, vous avez Pods Up, vous avez juste peut-être votre petit nom dans les crédits, et vous êtes invité aux avant-premières.
Et lui, eh bien, dans un premier temps, bah, ça lui va, il est content quand même de voir, ces personnages, eh bien, prendre vie, sur grand écran, de voir, la fascination qu'ils exercent, eh bien, sur un grand public. Sauf que, ça fait que lui, il n'a pas forcément beaucoup de mérite pour ça. En tout cas, on lui en donne pas forcément. Il a une vie un petit peu assez compliquée, il a eu eh bien 2 enfants, qui sont, eh bien, assez aussi, particuliers, un qui est devenu, journaliste et un qui est devenu un espèce de tatoueur un peu, filou et il vit un petit peu sa vie, eh bien, tranquillement, mais de manière assez, mélancolique, quoi. Il regrette un petit peu certains choix qu'il a pu faire dans sa vie. Et un jour, eh bien, quand il va voir la dernière avant-première du nouveau film consacré au Domain, il va croiser en fait une jeune femme qui est l'assistante du scénariste avec laquelle il a travaillé et qui va découvrir en fait un vieux contrat qui repose, eh bien, enfin qui est en fait qui date de l'époque où il travaillait pour ce simili Marvel et en fait qui est un contrat qui dit qu'il est l'entier en fait possesseur des droits du personnage qu'il avait signé à l'époque et que tout le monde avait oublié. Et du coup, ni une ni deux, il va se saisir avec sa famille de ce contrat pour tenter de réclamer des royalties et la propriété de son personnage et va donc s'engager une espèce de guerre un petit peu ouverte avec son ancien éditeur pour récupérer ces droits-là. Sauf que vous imaginez bien que ça va pas être aussi simple que ça, surtout que le personnage a des gros enjeux commerciaux vu sa présence au cinéma et ça va être toute une série justement sur le rapport du créateur en fait à sa création, de nous montrer un petit peu le coulisses de ces grands créateurs de comics qui ont pas forcément eu la vie et la carrière qu'ils auraient mérité, en tout cas la reconnaissance qu'ils auraient dû avoir et Chip Zdarsky va traiter vraiment cette idée de paternité en fait et d'héritage, que ce soit un héritage artistique, une paternité créative avec le personnage du domaine, mais également de la relation en fait de l'artiste à ses enfants et de voir comment cette famille va réussir ou pas à récupérer les droits de ce personnage. Moi, c'est une série que j'ai vraiment adorée. C'est vraiment du très très grand Chip Zdarsky. C'est à ma connaissance c'est la première série qu'il dessine et scénarise lui-même parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on le connaît plutôt en tant que scénariste, mais à la base c'est un dessinateur qui avait commencé comme caricaturiste et comme artiste en fait dans des journaux au Canada et qui avait commencé sa carrière dans les comics avec Matt Fraction avec la série Sexe criminel mais où il était juste au dessin et un peu à la co-création et c'est en fait en discutant avec lui que Matt Fraction en fait s'est rendu compte qu'il avait vraiment les grandes qualités d'un scénariste et qui avait poussé un petit peu Chip Zdarsky notamment chez Marvel pour devenir scénariste et puis maintenant vous savez c'est un des grands auteurs et avec cette série là on retrouve toutes les qualités à mon sens de l'auteur, c'est-à-dire une espèce justement d'une manière très riche d'écrire, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il traite vraiment de beaucoup de thématiques dans ce public domaine, il y a beaucoup de pistes de réflexion qui sont vraiment assez passionnantes, et en même temps, c'est assez drôle, il a un espèce d'humour un peu pince sans rire, avant qu'on le connaisse un peu plus pour ses récits sérieux, le surnom de Chip Zdarsky, c'était l'homme le plus drôle de l'industrie, et franchement, il y a un côté vraiment pince sans rire, un peu étrange, qui fonctionne du feu de Dieu dans ce public domaine, et en plus, il nous croque des personnages, justement, un peu abîmés par la vie, diablement attachants, et vraiment c'est super chouette du public domaine. Moi c'est un des meilleurs comics que j'ai lu récemment et que ne serait-ce bien que pour ces thématiques justement de mise en valeur des petits gens de l'industrie du comics, je vous conseille d'aller le voir, ça vaut vraiment le coup d'œil et c'est vraiment passionnant à suivre, une véritable saga familiale complètement géniale dans l'univers du comic books. Ça sera disponible pour 152 pages non, 128 pages, excusez-moi, je me suis trompé, pour 10 €, comme Little Monster, parce que c'est le lancement d'une nouvelle série en indépendant chez Urban. Donc voilà, vraiment, jetez-vous dessus, c'est génial. Et pour la fin de cette semaine, du 7 avril 2023, on va finir en beauté avec des super-héros, et pas n'importe lesquels, les Power Rangers qui sont de retour avec le, attention, très gros titre, Power Rangers Unlimited, Eltarian War, première partie, Mighty Morphin, tome 4. Alors, on va remettre un peu de contexte dans tout ça. Vous le savez peut-être, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que Vestron a acquis à nouveau les droits de publication des Power Rangers, qui avant étaient détenus par Glénat et qui ont décidé de republier des comics Power Rangers. Les Power Rangers, ça a été repris en comics par IDW il y a maintenant un petit moment, et ça fonctionne très fort aux États-Unis. C'était un peu plus compliqué avec Glénat au début, qui malgré une tentative de relance des Power Rangers avec des tomes à 10 €, donc une politique éditoriale assez forte, n'avait pas réussi à trouver son public. Vestron se sont positionnés et nous proposent du coup depuis 1 an les Power Rangers avec cette partie Power Rangers Unlimited qui est la dernière relance des Power Rangers qui avait été fait notamment par Ryan Parrott qui avait un peu repris les rênes après un Kelly Higgins qui avait vraiment lancé sur les chapeaux de roue les Power Rangers et qui permettait malgré le fait qu'on soit sur des personnages qui sont déjà installés, avec notamment 2 équipes, de pouvoir prendre avec un
tome 0 puis un tome 1, qui introduit pas mal, ces équipes et ces comics pour que de nouveaux lecteurs puissent les lire et voilà, dévorer ces comics. Ils sont vraiment de très bonne qualité. C'est certes du licensing un peu comme les Tortues Ninja, mais comme les Tortues Ninja, il y a beaucoup de qualité, que ça soit graphique comme scénaristique. C'est des séries qui sont très bien faites, très bien pensées et qui ne sont pas juste là pour faire vendre des jouets. Et ça, on aime beaucoup quand il y a des propos derrière des comics de licensing. Power Rangers Unlimited, ça voyait notamment deux séries, les Mighty Morphin d'un côté, donc les Power Rangers de la Terre, les Power Rangers du coup classiques de la première série qu'on connaît, avec notamment Tommy, Billy, Trini et tous les autres. Donc les Power Rangers sous l'égide de Zordon qui essaye de protéger la Terre, tant bien que mal, des invasions notamment alors je ne sais plus si c'est général de Z, de l'Empereur Z il me semble. Et d'un autre côté on a les la série Power Rangers avec les Omega Rangers. Ce sont les Power Rangers rouges, noirs et jaunes d'origine qui eux sont partis dans les étoiles pour accomplir d'autres missions d'un tout autre ordre. Et on arrive dans ces Power Rangers Limited, notamment avec des Power Rangers, des Omega Rangers, qui sont face à une menace d'ampleur, les Empyréens, qui sont une grande et vieille menace qui détruisent des peuples et des planètes et qui ont pour but de bientôt attaquer la Terre. Le problème, c'est que du coup, ils doivent faire des choix. Et là, arrivé du coup à ces tomes 4, on est à un moment où à la fois les Mighty Morphin sont d'un côté complètement sous le coup de plusieurs révélations. Il y a beaucoup de dissensions dans l'équipe interne. Et les Omega Rangers, eux, sont vraiment au pied du mur avec cette menace qui arrive. Et on va avoir un premier crossover, du coup, avec ce tome 4 qui va lancer la première partie de l'Eltarian War, qui est vraiment un gros crossover qui va mélanger les deux séries et qui va voir en fait toutes les clés scénaristiques, tous les éléments scénaristiques qui avaient été lancés par Ryan Parrott dans les premiers tomes se conclure dans ces tomes-là. Et c'est quelque chose qui est formidable, que je vous invite énormément à lire. C'est une série qui a énormément de qualité. Et du coup, en plus, ce serait une série, du coup, un crossover en 2 tomes. Vous aurez le tome 4 de Mighty Morphin qui compilera la première partie du crossover et le tome 4 de Power Rangers qui compilera la deuxième partie. Ce qui est bien, c'est que Vestron a vraiment bien pensé le truc, ce qui fait que dans le tome 4 de Mighty Morphin, vous alternez entre les épisodes de Mighty Morphin et de Power Rangers, donc pas besoin de switcher d'un tome à un autre, ça se lit vraiment chronologiquement via l'édition physique, c'est très très bien pensé, et du coup voilà, on retrouve Ryan Parrott du coup au scénario pour les 2 tomes, Marco Rena et Francesco Mortarino, désolé pour la prononciation, pour les dessins sur le Mighty Morphin, et pareil aussi pour le Power Rangers, vu que ça alterne. Ça sera des comics de 112 pages chacun pour 17,95 €. C'est un petit format, c'est un format souple, mais c'est le seul format qu'on a pour les Power Rangers, ça serait dommage de le bouder. Si jamais vous ne vous êtes pas encore lancé, sachez qu'actuellement, il me semble que tous les comics Power Rangers de Vestron pour la série Unlimited sont encore disponibles, donc il est toujours temps de vous les procurer. Ne boudez pas parce que c'est une série qui est vraiment extrêmement qualitative, comme les Tortues Ninja, qu'on recommande chaudement. Et avec Vestron qui publie aussi pas mal de one-shot, en sachant qu'après cette Eltarian War, on va passer à une autre période qui s'appelle la période Charge to 100, donc Charge to 100, qui en fait, ça va être vraiment des épisodes qui vont se concentrer jusqu'à aller jusqu'au numéro 100, un numéro iconique pour les Power Rangers, qui derrière va relancer à nouveau une espèce de soft reboot avec les numéros 101 et 102. Et voilà, plein de choses qui s'annoncent pour les Power Rangers, c'est fantastique. Donc, ce Mighty Morphin tome 4 sort, comme je vous l'ai dit, le 7 avril, désolé. Et pour le Power Rangers tome 4 qui finira le crossover, ça sera le 21 avril. Donc voilà, ça s'enchaîne très très vite et ça permet d'avoir un très bon crossover en un mois qui ravira petits et grands. On commence cette grosse semaine du 14 avril par un comics chez Urban Comics et du coup de l'indé dans la collection Urban Cult. C'est le retour de Grendel. Grendel, c'est une série qu'on aime beaucoup à Original Comics qui n'a pas le succès qu'elle mérite et ça c'est vraiment dommage. C'est pour ça qu'on vous parle d'un tome 3 d'une série qui est en cours, ce qu'on évite de faire en général, on se concentre vraiment sur les one-shots et les nouvelles séries. Mais Grendel, ça mérite vraiment le coup d'œil. C'est une série qui est notamment créée par Matt Wagner, qui avait créé cette série dans un vieux magazine, dans un vieil éditeur de comics qui avait duré très peu de temps et qui avait commencé vraiment à chapeauter l'histoire de Grendel sans aller très très loin et qui au final, quand l'éditeur avait fait faillite, avait décidé de reprendre à zéro, de réécrire le début et avait
confié sa série Grendel à plein de dessinateurs différents, parce que lui-même n'est pas forcément le plus grand des dessinateurs, Matt Wagner, un bon scénariste, mais en dessin, c'est un trait assez particulier. Et du coup, ça avait créé plein de séries, notamment de séries d'anthologie, de one-shot, tout ça, qui avaient été republiées il n'y a pas si longtemps, du coup, dans des intégrales par Urban Comics. Le premier intégral, en fait, se concentrait sur le premier hôte de Grendel, Hunter Rose, qui est une espèce de milliardaire qui gère en fait comment ça s'appelle? Qui gère une entreprise criminelle, qui est aussi un assassin, quand la nuit tombe, sur son petit passe-temps. Et en fait, c'est une série qui commence comme ça, sur vraiment se concentrer sur le personnage de Hunter Rose, voir en fait, les interactions qu'il a avec ses contemporains, notamment les relations qu'il a avec sa fille adoptive, avec son némésis, tout ça. C'est une série qui était assez intéressante, qui abordait plein de dessinateurs différents, qui donnaient vraiment une patte graphique et des idées aussi de scénarios, des fois assez différentes. Il y a un épisode, notamment un numéro qui se lisait à travers des articles de journaux, ce qui est vraiment très intéressant et très original. Et en fait, plus le temps passe et plus Matt Wagner développe son personnage de Grendel, jusqu'à en faire une espèce d'entité en fait démoniaque qui va à chaque fois avoir des hôtes différents. Après Hunter Rose, on avait eu la deuxième intégrale qui se concentrait sur Christine Spar, et là on a le troisième volume de cette intégrale qui se concentre sur, alors c'est Orion Asante, c'est le Grendel Khan, voilà, ça vous parlera peut-être si vous connaissez un peu. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque tome, on a une nouvelle vision du coup de ce Grendel, toujours chapeauté par Matt Wagner, mais avec plein de gens au dessin, et c'est très cool. C'est une série qui vraiment se renouvelle à chaque tome, en sachant qu'on devrait avoir un tome 4 sur notamment le Grendel Prime, qui est une espèce de Grendel de l'espace, un peu en mode heroic fantasy, un mélange entre Conan et Star Wars, quelque chose qui visuellement est assez dingue. C'est une série que je vous en rejoins vraiment à découvrir, Grendel qui mérite le coup d'œil et qui n'a pas, comme je vous l'ai dit, le succès escompté. C'est bien dommage. Il y a un film qui devait voir le jour, mais je crois que ça a été annulé entre-temps. C'est un peu dommage. Mais c'est vraiment une petite pépite du comic indé qui nous est proposé par Urban. Donc voilà, ça sera disponible donc, le 14 avril. C'est 576 pages, c'est des gros livres pour 35 €, donc un très bon rapport qualité-prix pour ceux que ça intéresse. Et on continue du coup avec le Philadelphia, tome 1, une série de Rodney Barnes et de J. Alexanders, proposée par Huggin Menin, qui me propose pas mal de choses. Vous allez voir ça dans les prochains comics qu'on va vous présenter. Philadelphia, c'est une série qui a été éditée aux États-Unis par Image Comics, qui se termine, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine, avec l'issue 30, il me semble que c'est le dernier, et qui nous voit en fait propulser dans la ville de Philadelphie, où en fait un jeune inspecteur revient du coup à sa Philadelphie natale pour les obsèques de son père. Son père, qui était lui aussi un lieutenant assez émérite dans la ville de Philadelphie, en fait, est mort en pleine enquête, en pleine mission. Et lorsque du coup, le fils revient, il va se rendre compte, en parcourant les dernières notes et le journal intime de son père, qu'en fait, cette enquête est un peu plus bizarre que ce qu'elle paraît et qu'elle mêle des éléments de fantastique. Et on va du coup découvrir les bas-fonds d'une Philadelphie ravagée notamment par la drogue et aussi les vampires. C'est une série qui est assez folle, je vous en dis pas plus pour éviter de vous spoiler, parce que dès la fin du premier issue, du premier chapitre, il y a un retournement de situation qui est assez cool. C'est vraiment une série qui, par le trait de J. Alexander, a vraiment un côté très poisseux, qui nous montre bien une Philadelphie qui est vraiment en décrépitude, où chaque coin de rue en fait peut être un coupe-gorge. C'est assez fou. Rodney Barnes, c'est quelqu'un qui vient aussi de la télé. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des schémas narratifs issus de séries, de différentes séries, ça utilise beaucoup de schémas narratifs suite des séries policières, ce qui donne vraiment un côté polar très assumé qui marche très bien, avec ces éléments de fantastique aussi qui reviennent. C'est un comics qui est vraiment très cool à découvrir, qui est assez passionnant. Pour ma part, j'ai lu que le premier issue et j'ai feuilleté un peu les suivants, mais j'ai hâte d'avoir ce comics en VF dans les mains pour pouvoir découvrir pleinement cette série qui marche énormément aux États-Unis. En plus, Rodney Barnes, c'est quelqu'un qui étudie et qui parle beaucoup du milieu afro-américain aux États-Unis, avec tout ce que ça engendre autour de la violence, que ça soit propulsé par les gangs, par les policiers, la brutalité policière. Donc il y a un contexte aussi social qui est très fort, en plus
de Philadelphie, tous les problèmes qu'elle a au niveau notamment de la drogue. C'est un élément majeur qui revient dans Philadelphia. Voilà, un comics très très cool d'horreur que je vous invite à découvrir du coup ce 14 avril. Ça sera du 176 pages pour du 21,95 €. Alors là, ça va être une présentation assez particulière puisque c'est un comics que moi-même j'ai un peu du mal à comprendre en anglais, du moins, parce que voilà, j'ai pas un niveau d'anglais qui est excellent, donc j'ai hâte d'avoir la version française aussi, comme pour la Philadelphia, mais là c'est plus vraiment pour comprendre en fait de quoi ça parle. C'est le Seven Sons de Robert Wyndham, Kevin Mao au scénario, mais surtout Jay Lee au dessin. C'est le retour après 20 ans d'absence en creator owned de Jay Lee qui revient du coup dans une nouvelle série, une mini-série, un one-shot, je crois en 5 numéros aux États-Unis. Une série assez particulière, les Seven Sons en fait. On va notamment être dans un monde où en fait Jésus est revenu à la vie, mais en fait il n'y a pas que lui, il y a lui et ses 7 autres frères, puisqu'en fait c'est une société où notamment un auteur a prophétisé le retour de Jésus à travers 7 êtres qui dominent un peu, ont l'air d'un peu dominer ce monde à travers une espèce de nouvelle église. Mais nous on va se concentrer surtout sur le personnage de Delphes qui est potentiellement une autre des réincarnations de Jésus, mais qui en fait est un peu arrive dans ce monde un peu pas forcément conscient de qui il est et va devoir fuir pour survivre et notamment pour découvrir qui il est. C'est une série qui est passionnante. Jay Lee, c'est un dessinateur qui est extrêmement talentueux, qui a un univers très particulier, mais qui à chaque fois est vraiment une claque graphique. Seven Sons, ça va vraiment nous plonger du coup dans une Amérique avec un christianisme d'autant plus puissant et ça va beaucoup parler du coup de religion comme vous l'avez vu, mais aussi comment ça s'appelle, de l'appréciation que les gens ont de la religion et ont du ou des sauveurs. C'est quelque chose qui a l'air vraiment fantastique, qui sort du coup aussi chez Huggin and Munnings comme Philadelphia et qui sera disponible dans un beau comics de 224 pages pour 26,95 €. Jay Lee qui revient du coup après 20 ans d'absence en creator own, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas louper je pense et ça va faire partie vraiment de ces gros comics indés qui va frapper fort du coup pour ce mois d'avril. Et on termine avec les nouveautés made in Huggin et Mumin avec la sortie de Silver Coin de Michael Wash et plein d'autres créateurs. Le principe de cette série-là, c'est que à la manière de Ice Cream Man, qu'on vous avait déjà présenté le mois dernier, c'est Silver Coin, c'est une sorte de série anthologique qui a pour ambition de renouer avec les grandes séries d'horreur à suspense des années 60 et 70, avec justement des histoires anthologiques d'horreur qui ont chacune un ton et un petit peu différent et surtout qui ont toujours une conclusion très surprenante et très grinçante. C'est une anthologie qui a été créée par le dessinateur Michael Walsh, que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait pas mal de trucs aux États-Unis, notamment c'est lui qui avait réalisé avec Jeff Lemire le crossover entre Black Hammer et la Justice League, et il a fait pas mal de choses, il a bossé pour Marvel sur pas mal de trucs, un petit peu, il a jamais vraiment eu sa série à lui, mais il est assez polyvalent, et il a décidé de rendre hommage un petit peu à ces volumes-là en créant sa propre série. Et pour faire cela, il a utilisé tous ses contacts dans l'industrie pour appeler tous ses copains et copines scénaristes pour leur demander chacun et chacune de lui écrire des histoires qui vont en fait représenter les différentes anthologies qu'on va voir dans Silver Coin. Chaque chapitre va être scénarisé par quelqu'un de différent et toujours dessiné par Michael Walsh. Pour l'occasion, il a réuni vraiment une dream team absolument incroyable. Il y a évidemment Jeff Lemire, il y a Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Ramvi, Joshua Williamson et plein d'autres personnes. La liste est vraiment assez folle et chacune et chacun ont carte blanche pour lui donner des histoires avec comme seule contrainte de partir du principe que à chacune des histoires on va croiser des personnages qui ont des rêves, des ambitions, qui souhaitent des choses profondément dans leur cœur mais qui n'arrivent pas à les acquérir. Ces personnes-là sont prêtes à vendre père et mère, à donner tout leur argent au diable lui-même pour avoir ce qu'ils rêvent. Cependant, que peut-être qu'une seule pièce d'argent suffira, parce que évidemment tous les personnages qu'on va suivre vont tous et toutes croiser cette petite pièce qui, une fois entrée en leur possession, va leur permettre de réaliser leurs rêves. Cependant, comme vous le savez, dans les histoires un petit peu fantastiques,
conclusion risque d'être assez dramatique et perturbante et on va voir comment tout ça va se dérouler. C'est une série qui est vraiment hyper originale, très très chouette, avec justement plein de tonalités différentes. On va bien partir à la fois sur des scènes rock un petit peu underground, dans des colonies de vacances américaines complètement perdues, dans des casinos lugubres, ou dans le futur de 2467. Donc plein de récits très différents, des histoires vraiment à suspense qui fonctionnent du feu de Dieu, un Michael Walsh qui vraiment se donne à fond au dessin, vu que c'est son anthologie, avec justement lui il a toujours un trait je trouve très charnel qui correspond parfaitement à des récits d'horreur et avec je vous le dis une dream team d'auteurs stars pour scénariser tout ça. Donc si vous êtes fan d'horreur et que vous voulez continuer de vous faire un petit peu peur, allez vraiment sur ce Silver Coin, ça vaut diablement le coup. Mais une fois n'est pas coutume, comme à chaque Original Stonely, c'est l'heure de mon petit laïus. Donc, encore merci du coup pour les retours que vous nous faites toujours à chaque émission. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. On espère que du coup, ce nouveau, on va dire, format de Original Monthly où on sépare super-héros et indé va vous plaire, va vous intéresser et que vous êtes content qu'on puisse vous proposer encore plus de livres. Du coup, en séparant et en parlant de quasiment 2 fois plus de livres maintenant que pour les 2 premiers numéros. Je vous invite comme d'habitude à nous laisser en commentaire tous vos avis, tous vos conseils pour qu'on puisse améliorer l'émission. C'est super important surtout de nous suivre en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur la petite cloche et en partageant surtout les vidéos. En fait, si vous voulez partager autour de vous, à vos proches, à vos amis, sur vos réseaux sociaux, ça nous fait connaître par un peu plus de personnes et ça nous permet de toucher plus de monde. Et ça nous booste. Principalement, ça nous booste parce qu'on touche pas d'argent sur les vidéos sont pas monétisées, mais voilà, ne serait-ce que de partager notre travail, ça nous fait énormément plaisir, c'est ce qui peut nous soutenir le plus actuellement, bien sûr en achetant aussi les comics directement sur Original Comics si vous le souhaitez. Vous avez tous les liens en description de la vidéo, mais ça vous le savez déjà. Et voilà, et je laisse Quentin du coup reprendre la suite pour vous parler d'un comics assez sulfureux. On enchaîne ensuite avec le 19 avril et la sortie de l'intégrale de Sunstone par Stepan Sejic. Alors Sunstone, vous en avez sans doute entendu parler, c'est vraiment un gros best-seller que ce soit aux États-Unis ou en France et qui peut être simplement résumé en étant une histoire d'amour entre deux lesbiennes qui font du BDSM. Alors c'est du coup une histoire assez affriolante, un petit peu coquinou, qui va nous raconter la vie amoureuse de ces deux jeunes femmes et qui est super chouette, diablement bien écrite par le scénariste et dessinateur Stepan Sejic et qui est vraiment passionnante à suivre. Il y a un côté vraiment romanesque, diablement efficace sur la série et surtout que moi j'aime vraiment beaucoup toutes les thématiques qui s'enjoignent dans cette série-là parce que par le prisme de l'idée du BDSM, le scénariste va nous parler un petit peu du coup de la difficulté d'entretenir une relation avec quelqu'un et surtout la difficulté au début d'une relation de faire confiance à l'autre, de se laisser abandonner à l'autre et je trouve que c'est une thématique assez importante, quelque chose d'assez compliqué en tout cas, c'est pas forcément évident quand on débute une relation avec quelqu'un justement d'arriver à ce stade-là et c'est tout ce cheminement-là que Stepan Sejic va nous raconter dans Sunstone, entrecoupé évidemment de scènes un petit peu coquinou. Alors c'est jamais vraiment gras, c'est toujours assez élégant, comme à l'habitude de l'auteur. Et si vous ne vous y êtes jamais attaqué, c'est vraiment super chouette. C'est super chouette aussi parce que Stepan Sejic, c'est vraiment un dieu du dessin. Moi j'aime vraiment beaucoup son style, je trouve que c'est toujours superbement somptueux et magnifique. C'est un scénariste qui vient d'Europe, un petit peu de l'Est, et qui avait commencé sa carrière aux États-Unis plutôt dans les années 2000, notamment en travaillant pour Topco, sur Witchblade, sur Aphrodite 9, sur un petit peu sur Darkness également, et qui après tout ça, après être un petit peu en manque d'imagination pour les séries un petit peu justement pour lesquelles il travaillait, va décider vraiment de créer sa propre série en indépendant et ça va être Sunstone. À la base, c'est parti de travaux un petit peu d'illustration qu'il faisait sur internet, sur DeviantArt notamment, où il s'amusait justement à montrer ces deux personnages-là dans des positions un petit peu coquines, et au fur et à mesure, lui est venue l'idée d'une histoire et surtout Image Comics s'est proposé pour éditer tout cela, et c'est comme ça que est né Sunstone et que c'est devenu vraiment une des séries, je pense, les plus importantes et incroyables des années 2010. Donc si vous ne vous y êtes jamais attaqué, vraiment croquez cette intégrale.
En plus, du coup, Panini Comics, qui avait déjà du coup édité en tome simple, cette série-là nous propose une version intégrale basée sur la version américaine de Image Comics, qui est vraiment complètement somptueux. Pareil, bah, comme à l'image de la série, très élégante. Donc bah voilà, je vous enjoins vraiment à le découvrir. Surtout, ne restez pas sur juste le simple postulat en vous disant oh ça va juste être un truc de cul tout con. Non, il y a une vraie histoire, il y a des vrais sentiments, les personnages sont vraiment hyper attachants, le parcours de leur relation est bah, assez bouleversant. Donc vraiment, bah, plongez-y vous dessus parce que c'est vraiment super. Et du coup, cette magnifique intégrale vous sera proposée pour 376 pages au prix de 35 €. Du coup, après le Sunstone intégral tome 1, c'est une nouvelle série de Stepan Sejic qui arrive chez Panini aussi avec Fine Print, la dernière série en date de Stepan Sejic. Fine Print, ça nous raconte en fait l'histoire d'une jeune femme dont j'ai oublié le prénom, qui s'appelle Laura, je crois, qui en fait, suite à notamment une rupture et un chagrin amoureux qui la dévaste complètement, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, elle va en fait tomber par hasard dans une librairie sur une jeune femme assez mystérieuse, assez bizarrement vêtue. Personne n'a l'air de la remarquer et elle va aller lui poser une question: «Mais d'où vient cet accoutrement? Est-ce que c'est une opération commerciale, quelque chose?» Et cette femme, en fait, va être surprise du premier abord, de ses propos et va comprendre, en fait, que cette, jeune femme, Laura, en fait, arrive à voir sa vraie apparence car cette femme, en fait, est une succube. Laura, du coup, va rencontrer cette jeune femme et notamment cette jeune femme va l'initier à un nouveau monde, un monde magique peuplé de créatures du fantastique et qui va notamment lui proposer, un, pacte. Le pacte, c'est tout simplement d'être accompagné de succubes et qui, eux, pour survivre, en fait, doivent donner du plaisir aux humains, ce qui crée une essence, l'ambroisine, je crois, qui leur permet de survivre et du coup, Laura, pour pouvoir combler, en fait, son cœur plein de chagrin, va se plonger dans ce pacte et ça va créer toute une histoire qui est assez folle dans un monde complètement magique. C'est une nouvelle série assez particulière de Stepan Sejic qui mélange déjà des thèmes qu'il avait déjà abordés dans d'autres comics. On retrouve son trait bien évidemment somptueux, mais qui du coup, à travers du coup des éléments de fantasy, aborde quand même pas mal de choses sur la comment ça s'appelle? Sur les personnages, notamment sur les relations amoureuses et les relations sexuelles. C'est quelque chose d'assez intéressant qui est vraiment très, très cool à voir dans les œuvres de Stepan Sejic et aussi c'est une œuvre qui est intéressante parce qu'aux États-Unis, elle est sortie directement en format TPB donc c'est format relié comme on a en France et pas en format, de single issue, donc c'est format de petits chapitres, de 22 pages. Donc c'est une série qui est vraiment pensée pour être racontée à travers vraiment des gros bouts d'arc scénaristique. En sachant que le premier tome est sorti aux États-Unis, en 2021 et le tome 2 ne sortira qu'en décembre 2023. C'est une série qui prend aussi son temps. Stepan Sejic qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses œuvres et comme pour Sunstone à un détail près, c'est une série qu'il chapeaute de A à Z. Il fait le scénario, il fait le dessin, il fait, l'ancrage, il fait la colorisation et contrairement à Sunstone, dans Fine Print, ici, il fait même le lettrage. C'est vraiment une œuvre qui lui est chère à 100 et c'est son œuvre, bah, peut-être la pas forcément la plus personnelle, mais celle sur laquelle il va avoir le plus de contrôle possible. C'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur cet auteur et à découvrir pas mal de ses travaux qu'il a fait, notamment Sunstone, donc Quentin vous en a parlé, mais aussi ce Fine Print qui est vraiment très très curieux de voir venir. Donc ça sera disponible le 19 avril pour 176 pages et 22 €. Mais cette semaine ne sera pas que sous l'égide de Stepan Sejic, mais ce sera aussi l'occasion de retrouver le 5e et dernier tome de la série Once and Future de Kieron Gillen et Dan Mora. Cette série de fantasy absolument incroyable proposée par Boom Studio il y a maintenant quelques années et qui trouve ce mois-ci sa conclusion et ça aura été une série passionnante de bout en bout. Du coup, série qui réinvente un petit peu le mythe du roi Arthur. On va suivre en fait un jeune prof d'histoire et sa grand-mère qui sont des espèces de chasseurs de démons qui vont devoir combattre une sorte de secte qui veulent la résurrection du roi Arthur. Sauf que le roi Arthur, il n'est pas comme dans nos mythes, il n'est pas forcément très sympa, il est au contraire assez, disons, horrible et assez, disons, impérialiste, et il va devoir falloir l'arrêter. Cette série du coup de fantasy vraiment hyper grandiloquente, magnifiquement scénarisée par Kieron Gillen, qui est surtout connu pour son travail sur la série The Weeknd and the Divine chez Image Comics, et plus récemment pour sa reprise un petit peu de l'univers Marvel, avec les Éternels, avec Immortal X-Men, et avec
bien, le superbe Judgment Days, qui sort eh bien, en début de mois et qui est absolument incroyable chez Marvel Comics et qui s'était fait eh bien, plaisir sur cette série de fantasy avec eh bien, le dessinateur Dan Mora, qui est sans doute l'un des plus grands dessinateurs et l'un des plus efficaces actuellement eh bien, aux États-Unis, qui est un mec avec un rythme de travail absolument gargantuesque. Je ne sais pas à quel moment il dort, parce qu'il fait Once and Future, il fait World Finest, il fait Detective Comics et il fait bientôt Shazam. Donc le mec est assez productif et il est diablement bon. Et en plus sur Once and Future, il est accompagné de la superbe coloriste Tamra Bonvillain, qui a des espèces de couleurs pastel qui marchent vraiment du feu de Dieu et qui donne un relief vraiment complètement incroyable et une ambiance que moi je trouve délicieuse à Once and Future et à toutes les collaborations qu'elle a avec Dan Mora. Donc voilà, une œuvre très marquante de ces dernières années, ultra divertissante, qui trouve sa conclusion eh bien, ce mois-ci, et j'espère bien que vous serez au rendez-vous pour ne pas rater ça. Tout ceci eh bien, sera proposé pour 160 pages et 16,50 € par les éditions Delcourt. Le 21 avril, nous replongeons eh bien, dans les abîmes obscurs eh bien, de l'horreur avec deux titres eh bien, assez particuliers. Je veux bien sûr eh bien, parler du mythe de l'ossuaire, la nouvelle eh bien, série univers créée par Jeff Lemire, eh bien, encore lui, et son eh bien, grand comparse Andrea Sorrentino pour un espèce eh bien, de nouvel univers eh bien, partagé d'horreur assez particulier, encore assez énigmatique, et qui va eh bien, se débuter en fait avec deux séries, une qui s'appelle du coup Le Passage et une qui s'appelle Des milliers de plumes noires, et qui sont chacune eh bien, des histoires qui se déroulent normalement dans le même univers, qui usent de la même, disons, mythologie, mais qui sont assez déconnectées, qui peuvent se lire eh bien, chacune de leur côté. Du coup, je ne vais pas trop vous en révéler parce que c'est des récits un petit peu à suspense, mais tout ce que vous pouvez savoir, c'est que ça va commencer par eh bien, des explorateurs qui vont découvrir eh bien, un trou un petit peu béant en faisant des recherches et qui vont eh bien, s'aventurer un petit peu dans les abîmes sombres qu'elles vont bien proposer. Le duo pardon, excusez-moi, eh bien, commence à bien se connaître. Ils se sont rencontrés il y a maintenant plus de 10 ans sur la série eh bien, Green Arrow durant les New 52, et depuis, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino ne se sont jamais quittés. Ils ont ensuite enchaîné chez Marvel avec la série Old Man Logan, et ensuite eh bien, nous ont fait le chef-d'œuvre Gideon Falls, qui était eh bien, la série que Jeff Lemire avait en tête eh bien, depuis des années, et la première œuvre qu'il voulait créer, mais qu'il n'avait pas pu, en fait, faute eh bien, disons de talent artistique. Enfin, c'est un très bon dessinateur, mais il n'avait pas la capacité artistique de le faire, et il avait trouvé bien son comparse la personne idéale pour illustrer bien ce récit d'horreur, et comme ça a vraiment diablement bien marché, eh bien il continue à eh bien, explorer toutes ces thématiques là, et ça s'annonce vraiment super. Jeff Lemire sur son horreur, il a vraiment des références vraiment assez particulières, hein. On sent l'influence de Twin Peaks, on sent l'influence de David Lynch, des récits justement très étranges, très éthérés, avec des mythologies dont on a du mal eh bien, à faire le tour, mais c'est à la fois très gênant, dérangeant, mais ça fonctionne vraiment du feu de Dieu, et si vous aimez ces ambiances eh bien, très oppressantes, et que vous aimez le travail des deux personnages, eh bien, en règle générale, vraiment jetez-vous sur cet nouvel univers du mythe de l'ossuaire. Moi j'aime vraiment en plus particulièrement le travail graphique de Andrea Sorrentino, parce que c'est un auteur vraiment expérimental, qui arrive à se défaire en fait du format classique de la bande dessinée. Pour lui, la case en elle-même en fait la case de BD est un objet graphique à travailler, et du coup il se permet bien de sortir complètement de la case carrée pour proposer des choses complètement folles, où il se permettait par exemple sur Green Arrow, des fois vous pouviez avoir des cases dans des flèches par exemple, ou des jeux vraiment graphiques comme ça, et sur des récits d'horreur ça fonctionne vraiment encore super bien, et donc vraiment je vous invite à vous plonger dans le mythe de l'ossuaire, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, et que moi j'ai très hâte de voir tout ce que Jeff Lemire a à nous réserver avec ce nouvel univers. Du coup ces deux ouvrages là eh bien, seront proposés le Passage, lui il sera pour 19 € pour 128 pages, et Des milliers de plumes noires, lui ce sera 21 € pour 160 pages. Donc eh bien rendez-vous pour cette plongée infernale. Et ce 26 avril, une sortie qu'on a notée, mais une sortie assez importante, c'est la sortie du Crime Suspense Stories intégrale, qui normalement va bien sortir ce 26 avril après moult repousses.
Crime Suspense Stories, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, la compilation de toutes les séries, de tous les comics Crime Suspense Stories de EC Comics. Alors, pour la petite histoire, parce que je vais pas avoir grand-chose à vous dire au niveau du pitch, c'est simplement des histoires, de crimes et des histoires policières. Crime Suspense Stories, c'est une série qui est assez importante dans l'histoire des comics et notamment, c'est surtout son éditeur qui est important, EC Comics. EC Comics, c'est une, maison d'édition de comics qui, au début, publie des comics pour, des comics un peu, grand public, des comics d'amour, des comics de western, tout ça. Sauf que, un beau jour, le créateur, le dirigeant de EC Comics meurt et c'est son fils qui va reprendre les rênes. Son fils, lui, a une toute autre vision des comics et décide de réinventer complètement la ligne éditoriale, notamment en publiant des séries de crimes, des séries d'horreur, des séries de fantastique, ce qui va énormément marcher au début, elle va attirer tout un nouveau lectorat, va vraiment passionner les gens, sauf que, il y a des gens qui voient d'un très mauvais œil toutes ces histoires, notamment ces histoires d'horreur aux États-Unis. C'est le conservatisme américain qui, en fait, va amener à beaucoup de tapages, beaucoup de manifestations et suite notamment à la publication d'un ouvrage d'un philosophe de comptoir de merde, va permettre de créer, via une commission d'enquête, le Comics, Code Authority qui, en fait, va être un organisme qui va être chargé de décider si les comics correspondent à certains codes et de censurer les comics au bon vouloir de ses membres. Et ce qui va poser beaucoup de problèmes à EC Comics, il va avoir beaucoup de ces comics censurés, des images violentes aseptisées et même des mots comme crime par exemple, qui vont être tout simplement censurés et interdits. Ça va provoquer la faillite de EC Comics qui ne réussira à survivre que d'une seule façon, via la publication d'un de ces comics qui va se transformer en magazine, parce que le Comic Code Authority ne fonctionnait pour les comics mais pas pour les magazines. Ce magazine, c'est Mad, vous le connaissez sûrement, c'est un magazine extrêmement connu aux États-Unis, qui a inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs de comics, mais même en France, ça a inspiré notamment le magazine Fluide Glacial, bien évidemment, un comics satiriste. Et du coup, EC Comics, c'est quelqu'un qui s'est vu un peu balayé de l'histoire, malheureusement, mais dont on ressort beaucoup de comics. Du coup, Achilleo s'était déjà fait le porte-parole d'EC Comics en France, avec des rééditions de notamment Tales of the Crypt, donc les contes de la crypte, le comics original, les comics Weird Science, les comics de Pirates, avec Piracy notamment, et Crime Suspense Stories, ça avait déjà été édité dans des petits tomes simples, et ici il décide de rééditer ça dans un bel intégral. Les intégrales, c'est vraiment des gros formats, très grands, assez épais, c'est des omnibus même, et c'est vraiment toujours des ouvrages qui sont faits vraiment avec le cœur, qui ont une très belle fable qui est faite, qui coûte un peu cher, mais parce que c'est presque des beaux livres, hein, on peut le dire comme ça. Et Crime Suspense Stories, vous découvrirez du coup plein de petites histoires qui sont vraiment cool à redécouvrir aujourd'hui, avec beaucoup d'auteurs qui ont fait les beaux jours d'ici Comics et qui ont inspiré moult scénaristes et dessinateurs actuels. Donc voilà, je vous invite vraiment à craquer pour ce Crime Suspense Stories intégral qui sortira ce 26 avril au doux prix de 79 €, mais j'ai pas trouvé la pagination, mais ça sera assez énorme. Et nous terminons ce mois indépendant le 28 avril avec la sortie de l'intégrale Ascenders chez Urban Comics dans leur grande collection Urban. Du coup, on termine cette série de nouveautés pour Jeff Lemire avec sa suite en fait de la précédente saga qu'il avait réalisée avec Dustin Nguyen avec Ascender qui après les paysages robotiques et science-fictionnels de Descender va plutôt s'intéresser à un univers de fantasy, du coup une forme de réinvention de l'univers qu'ils avaient proposé précédemment, donc qui est vraiment la suite et fin de cette grande saga qu'ils avaient commencé à nous proposer, et c'est toujours vraiment super chouette. Dustin Nguyen continue son travail complètement fou d'aquarelle, qui est vraiment ultra charmant, qui donne une tonalité limite en fait un peu à la Ghibli dans cet univers un petit peu plus fantastique. C'est vraiment assez intéressant à voir, et c'est toujours scénaristiquement très attachant et très intéressant. Comme je vous dis, c'est les thèmes classiques de l'auteur, sur l'enfance, sur la parentalité, sur l'héritage, mais également aussi un petit peu sur le déterminisme, avec Ascender et Descender. Donc voilà, je sais que vous avez été beaucoup chez Original Comics à vous intéresser à Descender au moment de la réédition en Urban, en grand format, et j'espère que vous serez tout autant à venir voir la conclusion avec Ascender, surtout qu'il y a des choses vraiment assez surprenantes et déchirantes. Donc écoutez, on se donne rendez-vous bientôt.
et j'espère eh bien que ça saura eh bien, tout autant vous plaire que les présents travaux eh bien, du duo. Et cette intégrale eh bien, Mastoc sera disponible pour 456 pages pour 39 €. Nous vous remercions donc eh bien, de nous avoir écoutés. On espère que dans toutes ces présentations et ces futures sorties, il y aura beaucoup de choses eh bien, qui vous interpelleront, que vous aurez eh bien, envie de découvrir. Évidemment, tout ça eh bien, est disponible dans le descriptif eh bien, de la vidéo si vous avez envie eh bien, de les réserver. Sinon, vous pourrez les retrouver eh bien, en boutique le jour de leur sortie, au 49 rue La Cépède. Donc, eh bien, n'hésitez pas à nous donner eh bien, des petits commentaires dans la description de la vidéo si vous avez eh bien, aimé, s'il y a des titres eh bien, en particulier qui vous font envie, et à nous donner peut-être votre ressenti si vous en avez déjà lu eh bien, en VO. Et sinon, eh bien, on vous encourage à vous abonner eh bien, à notre chaîne pour ne rater eh bien, aucune de nos prochaines présentations. Je vous remercie et on se dit eh bien, à très vite.